Bonjour Thomas. Alors, on n'a pas le son, c'est le son qu'on n'a pas. Impeccable, hein, voilà. Là, on a tout. Parfait, merci Magnifique. beaucoup. Thomas Foré, président de Waller. Peut-être d'abord pour commencer, merci d'être avec nous ce matin. Merci Heu beaucoup. et expliquer d'abord ce qu'est Waller, peut-être pour beaucoup de gens qui connaissent pas encore, avant qu'on parle du sujet de ce matin, la souveraineté numérique. Alors Waller, c'est une entreprise française qui édite, un logiciel, éponyme comme on dit, c'est-à-dire qu'on édite le logiciel Waller, qui est en fait une plateforme de collaboration à destination de toutes les organisations, essentiellement des entreprises, des administrations, des associations, des grandes écoles. Et en fait, pour simplifier, pour aller à l'essentiel, on est un Teams français. Même si j'aime pas évidemment présenter notre solution en la comparant directement à une solution Microsoft, mais ça explique ce qu'on fait. On fait des solutions collaboratives, des réseaux sociaux d'entreprise, des intranets, made in France. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients en France qui sont conscients de l'importance de travailler, avec une solution française. Est-ce qu'il y a eu un changement ces dernières années par rapport à l'utilisation massive des produits, américains, hein, GAFAM et aujourd'hui, vous voyez un peu la différence? Alors, la différence, elle s'est opérée, il me semble, il y a vraiment eu un tournant après le Covid. Donc, après les Mmh. années 2020, nous, on travaillait déjà avec un grand nombre d'organisations françaises, européennes, qui étaient sensibles à la souveraineté numérique. Et après le Covid, cette souveraineté numérique, elle s'est vue attacher la notion de cybersécurité. Et évidemment, Ouais. c'est un sujet, la cybersécurité, qui s'est beaucoup amplifié dans les consciences de qui? Des acheteurs, des dirigeants, et puis de tout le monde en réalité. Voilà, ces derniers temps, ces derniers mois, notamment, il me semble, avec les tensions géopolitiques qu'on voit évidemment Ouais. vis-à-vis notamment des États-Unis. Et il y a beaucoup d'exemples concrets qui ont montré notre fragilité, en réalité, Ouais. par la dépendance absolue que nous avons aux solutions américaines. Bah, justement, ce matin, on apprend qu'il y a, un appel d'offres, hein, pour la gestion des données de santé des Français qui était géré par Microsoft Azure depuis, 6 ans, hein. Alors là, on a toutes les données sensibles, hein, le poids, l'âge, les maladies, la taille, les médicaments, le nombre de visites chez le médecin, au laboratoire, à l'hôpital, tout ça enregistré anonymement, mais qui quand même donne une image de la société française, et ça, c'était Microsoft Azure. L'appel d'offres est lancé. Est-ce que vous allez vous positionner sur cet appel d'offres? Non, parce que nous, on fait pas ce métier de grosses bases de données. D'accord. C'est pas notre métier, mais et surtout, c'est un vrai métier d'hébergeur aussi. Oui. Cet appel d'offres, ça fait des années qu'il aurait d'abord dû arriver, et en réalité au lancement, et c'était la même année d'ailleurs, 2020. Moi, je me Ouais. souviens très bien, le ministre du numérique à l'époque, Cédric O, avait défendu devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat ce Health Data Hub confié à Mmh. Microsoft, parce qu'il y avait quand même quelques critiques qui venaient. Je me souviens, c'est un vrai sujet sensible pour moi, parce que c'est vraiment le marché emblématique qui démontre en fait la pauvre politique menée par l'État français, par le gouvernement français depuis tant d'années, C'est vrai. c'est-à-dire prôner, évidemment, défendre les entreprises françaises, etc., mais dans les faits, confier systématiquement les logiciels, les données de l'État, des services publics à des sociétés américaines. Et là, on arrive sur un sujet avec le Health Data Hub, où Mmh. c'est non seulement des données publiques, en public, pas au sens du fait qu'elles doivent être rendues publiques, mais qu'elles appartiennent au domaine public, évidemment. Mais en plus de ça, non seulement elles sont des données, mais elles sont des données sensibles, Eh oui, et même, on pourrait dire, stratégiques. eh Parce que oui. quand vous avez un accès à l'intégralité de l'état de santé, voilà, moi je suis pas un expert santé, donc je vais pas rentrer trop dans le détail, mais on imagine bien de toute une population d'un pays entier, ça peut vouloir dire des tas de choses. On peut en faire des tas de choses, Eh oui, bien sûr. évidemment. Donc ça a été un scandale pour moi fondamental de confier ça à Microsoft.
Et Ouais, je voudrais m'arrêter 2 secondes si, Alexis, vous me le permettez, mais sur l'argument qui avait été donné à cette époque-là par Cédric O, ouais. qui était, très révélateur et qui est un argument qu'on a beaucoup entendu, qui est le suivant: c'est qu'aucune société française n'était capable, selon lui, d'être au niveau, en fait, des solutions que proposait Microsoft. C'est une vérité, évidemment, puisque on a tant de retard en technologie par rapport aux États-Unis. Ouais. Moi, j'ai beaucoup remis en cause cette argumentation parce que c'est un argument, en vrai, on ne peut pas vraiment le contredire, mais c'est un argument court terme. C'est-à-dire que tant qu'on continuera dans les entreprises, évidemment au niveau politique et puis dans l'Union européenne, bien sûr, à confier des solutions, à confier des marchés aux solutions américaines sous prétexte qu'elles sont meilleures, eh bien, c'est 2 fois perdre. La Mmh. première fois, c'est parce que tant qu'on fait ça, d'abord, on fournit de l'argent en investissement à ces solutions américaines qui, de par le fait, vont aller plus vite et plus loin. Et deuxièmement, c'est perdre parce que cet argent, qu'il soit public ou privé, il ne va pas dans les entreprises françaises ou européennes qui auraient pu et qui pourraient se construire et se développer Ouais. par ces marchés, par ces grands marchés publics. Donc moi, ce que je prône, bien sûr, c'est de quitter le court-termisme, quitter le solutionnisme, c'est-à-dire avoir une solution tout de suite, il faut quitter ça. Et il faut se permettre de retrouver une vision beaucoup plus long terme, une vision en réalité d'ambition industrielle et in fine de puissance géopolitique, Mmh mh. et se permettre d'avoir du retard en construisant nos solutions, en les rendant plus efficaces. Si ce marché avait été confié, par exemple à OVH Cloud, par exemple à Dassault Systèmes qui produit des data centers ou au groupe Iliad aussi. Il y a beaucoup d'acteurs en France qui peuvent faire ça. Et c'est pour Bien ça que sûr. c'est public aujourd'hui. Si on avait fait ça 5 ans plus tard, on aurait des offres sur le marché à la même hauteur fonctionnelle, j'entends, que ce que proposait alors Microsoft. Et ce Mais retard-là, on l'aurait rattrapé en quelque sorte. bah, mais là, vous mettez le doigt sur un problème, consubstantiel à l'Union européenne sur la concurrence libre et non faussée qui fait quand même, une autoroute pour les GAFAM, hein, systématiquement et vous dénoncez d'ailleurs, récemment, hein, dans un article, le fait que l'Union européenne a un double discours, hein, sur la souveraineté numérique. Puisque d'un côté, on nous dit que c'est important, qu'on doit retrouver une souveraineté européenne dans tous les domaines, notamment dans le domaine numérique et puis de l'autre côté, il y a cette, directive, l'EUCS, qui est en fait une porte ouverte pour tous les GAFAM en Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, et pourquoi ce double discours est insupportable? Ouais, alors il est insupportable. Je réponds directement à la deuxième question et après je vais essayer d'expliquer tout ça à vos auditeurs. C'est assez technique, mais finalement assez simple. Oui, c'est Ouais. insupportable pour les entreprises françaises et européennes, clairement. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Le principe de cette réglementation, d'abord, ça touche à la cybersécurité. L'État Mmh. français, pour le coup, a été à l'œuvre sur ces normes de sécurité en Europe et hyper en avance. Mmh. On a en France une norme qui a été édictée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la cyber, hein, donc une agence de l'État, qui a travaillé sur une norme qui s'appelle Secnum Cloud et dont on entend un peu parler dans le débat public, et c'est une très bonne chose, bien que ça reste un sujet d'expert. Le sujet est de dire toutes les données sensibles de l'État, on pense évidemment au domaine régalien, on pense à la défense, on pense à la santé, bien sûr, Sûr, ouais. toutes ces données sensibles ne devraient être hébergées, j'allais dire processées, c'est un anglicisme, enfin vous comprenez, que sur des solutions qui soient qualifiées par cette norme. Et cette Mmh. norme, dans les années 2020 aussi, il s'est passé beaucoup de choses à cette époque, s'est vu améliorée puisque Guillaume Poupard, à l'époque, qui était directeur de l'ANSSI, a fait ajouter un critère souverain. C'était la première fois que dans une norme technique, on ajoutait finalement un critère juridique qu'on appelle souverain, c'est-à-dire très simplement ces systèmes, ces solutions qui seront qualifiées, qui sont qualifiées, ne doivent en aucun cas être soumises aux lois extra-communautaires. Extra-communautaire, ça veut dire en dehors de l'Union européenne. Ouais, pourtant c'est Autrement dit, des solutions américaines sur des serveurs opérés par des Américains
euh, devraient être absolument exclus de cette qualification. Et c'est encore aujourd'hui cette qualification et cette norme qui s'applique au système pour les données sensibles dans l'État. Et moi, j'avais trouvé ça évidemment formidable. Pour une fois, une des nombreuses stratégies numériques de l'État qui sont par ailleurs souvent opposées les unes aux autres, c'est le fameux « en même temps ». Là, on est vraiment en plein dedans, mais pour le coup, l'ANSSI avait vraiment porté quelque chose qui, d'un point de vue de l'entrepreneur que je suis, était une porte ouverte vers un marché, finalement, où il n'y aurait pas directement les concurrents américains, où il n'aurait par nature pas accès à ces marchés-là. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que toutes les entreprises dans l'Union européenne, soucieuses de proposer des solutions pour ces marchés-là, qui sont quand même pas, c'est quand même pas l'intégralité des marchés numériques, hein. On prend des données sensibles, bon, c'est quand même assez restreint, mais c'est quand même évidemment un beau marché. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça formidable. Donc, nous, Waller, on a décidé à ce moment-là de nous lancer dans cette qualification. On a été qualifié il y a 1 an et demi, en août 2024. Et il faut comprendre que sur cette norme, il y a seulement une douzaine d'entreprises qui sont qualifiées en France. C'est quelque chose de très exigeant. Quand vous démarrez, c'est 2 ou 3 ans de travail, c'est beaucoup d'investissement. C'est la cybersécurité à tous les niveaux, et y compris juridique, ça vous avez compris. Donc, nous, le critère souverain, c'était évidemment naturel. Nous, nos actionnaires sont français, les serveurs sont hébergés chez OVH. Enfin, vous voyez, donc, nous, il y avait 0 sujet sur ce travail-là. Parallèlement à ça, et depuis ces années aussi, la France a essayé de pousser cette norme auprès de l'Union européenne pour en faire une norme européenne, ce qui est aussi une très bonne chose. Parce que ces principes sont pensés pour l'Union européenne. Et là, franchement, moi, évidemment, je défends beaucoup la France, mais franchement, c'est une bonne chose parce que en Europe, les différents pays sont plutôt équilibrés. Bref, on est tous en retard d'un point de vue technologique, mais au même niveau. Donc, il peut y avoir de la vraie concurrence qui se passe entre la Pologne, l'Italie, la France. Et en plus de ça, les solutions françaises sont plutôt plutôt en avance par rapport à leurs concurrents européens. Donc, moi, je voyais ça d'un très bon œil. Voilà donc qu'ils négocient, qu'ils essayent de faire adopter cette norme d'un point de vue européen, ce qui s'appelle l'EUCS, comme vous l'avez dit. Mais on a vu immédiatement un certain nombre de pays, et au premier chef l'Allemagne, s'opposer à ce fameux critère souverain. Ils étaient d'accord sur tout le reste, sauf le critère souverain. Il ne fallait pas que les normes EUCS incluent ce critère et permettent donc, évidemment, aux solutions américaines de souscrire à ce label et de pouvoir, in fine, héberger toutes les données sensibles de tous les pays européens. Pourquoi l'Allemagne est contre? Parce que l'Allemagne, il y a SAP, par exemple, qui est un champion mondial du logiciel. Pourquoi l'Allemagne était contre cette norme? Par peur des représailles américaines en cas d'une norme de cette Alors, je pense portée-là? qu'on a. Alors d'abord, moi je ne suis pas allemand, donc je ne sais pas pourquoi l'Allemagne est contre, mais je pense que historiquement c'est la même lecture que toujours. On n'a pas le même rapport aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a évidemment une dépendance plus importante, il me semble, politique entre l'Allemagne et les États-Unis. Mes commentaires s'arrêteront là, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la politique française. Et le problème, c'est que cette norme EUCS, dès lors qu'elle sera convertie en norme applicable, devra nécessairement être transcrite dans le droit français. Et ce critère souverain du SecNum Cloud, eh bien, sera obligatoirement enlevé. On n'y est pas encore, mais c'est ce qui va venir si cette norme est applicable. Et de fait, ce qu'on a appris il y a quelques jours, c'est que le consensus était arrivé sur le retrait de ce critère. C'est un scandale parce qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui ont pris, comme moi, l'initiative de passer ce label, de pouvoir enfin avoir des marchés dignes de ce nom. Je vous assure, les clients de Waller, nous, on n'a pas à rougir. On équipe le ministère des Armées, beaucoup d'entreprises dans la défense, dans l'État, etc. Ça nous a vraiment donné un appel d'air et de croissance. C'est ce qui nous permet de faire notre... Et là, du jour au lendemain, eh bien, on va se retrouver, comme d'habitude sur les autres marchés, face à Google, face à Microsoft, et c'est honnêtement insupportable.
Et quels sont les moyens de la France de pousser davantage, pour dire: «Non, on va pas en rester là, il faut absolument qu'on arrive à protéger, les entreprises de la tech, françaises et européennes»? Est-ce que la France peut peser dans le débat? Parce qu'on a l'impression que ce soit le numérique, que ce soit le Mercosur, sur tous les sujets, la France se fait avoir. Ouais, bah, je vous avais répondu à votre propre question. Je pense que ça fait 5 ans que sur cette négociation, la France tentait, d'imposer son critère. C'est pour ça que ça a mis autant de temps et n'a pas Ouais. réussi. Ça démontre une chose, hein, ça démontre la faiblesse de la France. Voilà, c'est tout. Plutôt que de dire, que faudrait-il faire pour, c'est trop tard. Aujourd'hui, Mmh. la France est faible dans l'Union européenne. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, du courage politique, une vision claire, une ambition, de réindustrialisation réelle et arrêter d'avoir peur de ces mots de entre guillemets de préférence européenne ou de préférence nationale pour les entreprises. Évidemment que certains marchés doivent être fléchés vers nos entreprises. C'est ce Mmh. que font les États-Unis, c'est ce que fait la Chine, c'est ce Oui. que font toutes les grandes puissances technologiques du monde. Il n'y a que les Européens pour se tuer de tout seuls, pour se mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire que sous prétexte, comme vous l'avez très bien dit, d'une concurrence libre et non faussée, vous savez, ça c'est orwellien. Ce que veut dire concurrence libre et non faussée, c'est exactement le contraire. Ça devrait être une concurrence libre et non faussée. Et de par le fait, exclure les hégémonies, exclure Sûr. les entreprises qui ont des marchés Des beaucoup trusts. trop On considérables. appelait ça des trusts autrefois, mais là, on a affaire à des entreprises qui ont une taille telle que c'est on peut pas faire de concurrence face à ça, quoi. C'est bien tout le Exactement. problème. Et vous Ouais. savez que même aux États-Unis, ces GAFA, ces grandes entreprises, devraient, par le droit américain, être démantelées. Il y a Ouais. d'ailleurs un certain nombre de sénateurs américains qui ont commencé à ces démarches-là, mais ça n'arrivera jamais. Ça Mmh. n'arrivera jamais parce que aujourd'hui les GAFA, alors quand je dis GAFA, c'est plus que les GAFA, hein, c'est toutes ces grandes entreprises américaines, elles Ouais. sont le bras armé politique et géopolitique des États-Unis. Ils ont bien compris que la technologie, elle est aujourd'hui vraiment le bout de la flèche de n'importe quelle arme au sens figuré et au sens propre. Et jamais ils démantèleront leurs propres entreprises, quitte à ne pas appliquer leurs propres droits pour vraiment conserver cette puissance mondiale qu'ils ont. Oui, parce que c'est des outils de puissance, extraordinaires. Là, on voit, avec, l'idée, des Européens de censurer ou de limiter l'accès aux réseaux sociaux, immédiatement, côté américain, ils évoquent, la capacité de faire le Granite Act et de neutraliser l'immunité souveraine des gouvernements étrangers, sur des politiques de censure, en disant: «Vous n'avez pas le droit». Il y a déjà l'extraterritorialité du droit américain. Enfin, on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. On l'a vu avec Maduro, on le voit sur tous les dossiers et là, les États-Unis, ne veulent même pas entendre parler, de législation particulière, pour, censurer leur réseau à eux, quoi. C'est impressionnant. Oui, bien sûr, mais ils conduisent une politique d'une vraie puissance, hein, tout Mmh. simplement. Et dans un monde mais depuis très longtemps, qui se comme polarise, évidemment, il est quand même temps que la France bouge un petit peu. Moi, je pense que nos dirigeants politiques nationaux ont perdu la foi dans la France. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'idée Ouais, de dire que notre pays, d'abord, est une grande puissance et oui. doit vraiment continuer à l'être. L'argument qu'on entend toujours, et moi je me souviens à l'époque, j'avais été reçu par ce ministre Cédric O notamment, et aussi à Bercy, etc. L'argument systématique, et qu'on entend encore, c'est on ne peut rien faire sans les autres pays européens, c'est une question d'échelle. On entend ça Sauf tout le que, temps. Oui. mais voilà, mais non, mais évidemment. Sauf que on fait quoi ensemble? On n'est jamais d'accord. Sur les grands sujets, c'est forcément des consensus mous, et ça paralyse. Maintenant, on n'a plus de souveraineté du droit français, etc. Ça, c'est vraiment un scandale. Et tout ceci se fait sans l'approbation des peuples. Moi, je suis devenu très démocrate. Je vous assure, je suis devenu très démocrate en étant entrepreneur, parce Mmh. que ce qui manque, ce qui pêche, c'est aussi ce respect de la voie démocratique. Ces gens-là qui maintenant décident le droit supranational, c'est des gens qui n'ont pas été élus. Mmh. C'est évidemment l'appli 2005, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai appris ça, moi j'étais gamin à cette époque-là. J'ai appris ça après. C'est un scandale absolu. Voilà. Et pour autant, je vous assure, hein, moi je ne suis pas né, Alexis, dans une logique anti-européenne. Pas du tout. Mmh. Mais de fait, quand on voit les politiques, et surtout l'affaiblissement des politiques nationales, probablement dans tous les pays, sauf l'Allemagne sûrement,
eh bien, il y a de quoi se poser un certain nombre de questions. Ou alors, il faudrait un projet politique clair à dire, bah, très bien, on va faire les États-Unis d'Europe. Moi, c'est pas du tout mon idée, bien sûr. Mais alors, soumettez ça au peuple, au pluriel. Soumettez-le. Et si c'est Ah, refusé, ne oui, le faites pas. Voilà, non parce mais que que les choses là soient claires, hein. ouais. Elles ne le sont pas, elles ne sont pas claires. Et tant que on continuera à dire, mais c'est un faux argument, c'est-à-dire on ne peut pas, on ne peut rien faire sans les autres. Mais quel jour on ne peut rien faire sans les autres? La Mmh. France a inventé le téléphone, la France a inventé l'avion, la France a inventé tellement de choses que on a tellement, vous voyez, une civilisation, moi je crois ça, qui est tellement riche de toute son histoire, de toutes ses capacités, ses inventions. Le peuple français, c'est un peuple d'inventeurs. Moi, Oui. je crois qu'on devrait continuer, tout simplement, et faire aussi confiance à ceux qui entreprennent, ceux qui fabriquent, ceux qui découvrent, ceux qui sont scientifiques. Faire confiance à cette partie de la population qui est mise au banc, c'est-à-dire la population des chercheurs, des ingénieurs, etc. Et pas seulement les énarques et ceux qui ont fait Sciences Po. Il y a un vrai sujet là-dessus, mais on ne va pas ouvrir tous les sujets. Bah, c'est un vrai sujet parce que, si on est, si on regarde malheureusement la représentation nationale, les partis qui sont actuellement à l'Assemblée nationale sont, en grande majorité, pour davantage d'Europe. Si on les écoute, y compris, les républicains qui se disent héritiers du gaullisme, quand on les écoute parler, il faut toujours plus d'Europe, continuer de cette voie qu'on ne peut rien faire sans les autres. Cette défaite, c'est ce que vous dites, hein, elle est totalement implanté dans le cerveau des dirigeants français qui ont décidé que la France n'était plus un grand pays. C'est fou. Oui, mais ils ne voient exactement, c'est fou. Mais ils ne voient pas que ça ne marche pas. C'est-à-dire, ce qui Ah est bah, aussi nous fou, on le voit. c'est si ça marchait, si effectivement on était capable dans l'Union européenne de damer le pion sur un certain nombre de points aux autres, j'allais dire. Bah alors l'argument évidemment serait discutable. Mais là, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. La preuve, le UCS, on vient, c'est une illustration, le UCS. Moi, je suis touché très personnellement, bien sûr. Mais c'est une illustration de cette gabegie européenne. Ouais. En fait, on prend des lois, on fait des règlements. Voilà, ça, alors là, pour faire des règlements, on est fort. Pour faire des trucs qui empêchent de tourner en rond, ça, on est très fort. Mmh. Donc, on ne voit pas que ça ne marche pas. Il n'y a pas un moment des hommes politiques, des femmes politiques qui peuvent se réveiller et dire tout ça va peut-être falloir limiter. Je veux dire, l'Union européenne, c'est magnifique quand on a un projet de paix, je suis d'accord avec ça. C'est magnifique aussi de dire qu'on peut faciliter les échanges commerciaux, bien sûr. Mais il y a un moment, l'Union européenne, elle ne peut pas aller sur tous les sujets souverains. Elle ne peut pas construire une armée européenne unique. Elle ne peut pas décider du droit supranational contre nos législateurs. C'est une folie. On a vu les lois numériques il y a 2-3 ans, il y a une loi numérique qui est passée, qui a été biffée d'au moins un tiers parce que le tiers qui était voté au Sénat et à l'Assemblée ne correspondait pas au droit européen. Et donc voilà. Et ce droit européen, il n'est pas écrit par les parlementaires européens, il est écrit par la Commission européenne. Mais justement, ce droit européen, il y a le DSA, hein, Digital Services Act, qui a été, défendu par Thierry Breton, commissaire européen, qui est censé être là un droit justement pour, protéger, les Européens de la toute-puissance des GAFAM. Est-ce qu'il y a quand même des choses intéressantes ou est-ce que finalement le DSA ne sert qu'à, contrôler les réseaux sociaux en période électorale comme en Roumanie et que ça a été Ouais, non, totalement déployé? Ou est-ce je qu'il y a veux quand même dire, des choses positives? il y a sûrement des choses positives en théorie. Ouais. Dans tous ces règlements, quand vous les lisez, vous dites ah ouais, quand même, c'est bien pensé et tout, bien sûr. Mais j'aurais envie de dire aussi, foutez tout ça à la poubelle, franchement. Parce que des règlements pour contenir des technologies que nous ne fabriquons pas, Ouais. c'est ça le sujet. Hein. Ouais. Quand vous dites contrôler les réseaux sociaux, vous avez dit ça ou quelque chose comme ça, ou la censure, on peut dire. Oui, En oui, fait, la censure. en fait, c'est une obligation qui est ça dans les règlements. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas nous-mêmes nos propres technologies. Si on les produisait, toute cette question d'algorithmes, tous ces débats aujourd'hui autour de l'âge sur les réseaux sociaux, surtout des algorithmes, c'est vraiment ça qui pose problème. Si c'était les Européens, les producteurs, ceux qui fournissent ces plateformes au monde entier, par ailleurs au monde entier, il ne faut pas réduire aux Européens, on n'aurait pas ces problèmes. On n'aurait pas du tout ces problèmes, parce que ces entreprises, elles seraient évidemment, si elles font des fautes, elles pourraient fermer, vous voyez, elles seraient soumises aux droits des pays en Europe.
Donc, en fait, tous ces règlements, sans politique de rebâtir des puissances technologiques en Europe, on peut dire en France, c'est la même chose, franchement. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est la dissymétrie entre une politique défensive, qui est la législation, la réglementation, et une politique offensive qu'il faudrait avoir, qui serait de l'industrialisation technologique. Il n'y a pas de politique de réindustrialisation. Par conséquent, ces règlements ne sont... vous imaginez l'image au Moyen-Âge, un château est envahi par l'ennemi. En haut des tours, vous avez des types qui se défendent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Des boucliers. Et ils n'attaquent pas. Ils n'envoient pas de flèches. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est plus proche de nous, c'est la ligne Maginot. Voilà. C'était la ligne Maginot et voilà, il suffit de la contourner et ça passe. C'est exactement ça. Donc, et puis ces règlements, ils s'appliquent aussi à nos propres boîtes. Donc, c'est aussi des empêchements. C'est des empêchements aussi sur évidemment le monde de la recherche, le monde de l'innovation, même si j'aime pas trop ce mot. C'est finalement devenu des empêchements. Voilà, donc c'est super si les Européens vont obéir à ces lois, formidable. Et les Américains, dès que ça les embête, ils ne vont pas le faire. Quel jour ils vont censurer leur propre plateforme réelle contre leurs intérêts? Jamais. Jamais. C'est pour ça le rapport Thierry Breton, moi j'ai observé ça et j'ai trouvé que l'Europe était ridicule par l'intermédiaire de M. Breton quand il se battait contre Elon Musk. C'était quoi cette affaire? Une affaire d'ego? Une affaire de ridicule? Elon Musk, il s'en fout. Il s'en fout. Donc, il y a un moment, il faut conduire cette politique de réindustrialisation. Sinon, il n'y aura rien. Il n'y aura rien et ça continuera. Ce sera la gabegie finale. Et finalement, les Américains imposeront leurs propres droits ici en Europe. Et ce sera ni DSA, ni RGPD, ni quoi que ce soit d'autre. Mais ce serait quoi? Justement, parce que là, on se dit, est-ce qu'un Frexit est envisageable, par exemple? Parce que, c'est le gros mot, hein, personne ne veut en parler, et pourtant, on voit bien que la France est maltraitée par cette Union européenne qui lui impose des règles, des normes, qui sont contraires à nos intérêts nationaux. Est-ce qu'on peut l'envisager, maintenant en disant: «On va avoir suffisamment de gens qui, à un moment, vont se dire: "On peut pas continuer comme ça"»? C'est un sujet, moi, je trouve, qui commence à remonter, effectivement. Après, à titre personnel, je ne m'exprimerai pas là-dessus, mais vous devinez ma pensée. Ça paraît juste une évidence. Ça paraît juste une évidence. Cependant, il faudrait quand même dire les choses. C'est-à-dire que c'est au peuple français d'aller voter pour les personnes qui, au moins, se départiront de cette omnipuissance de l'Union européenne. Bon, par ailleurs, avant... Alors, Frexit ou pas, je vous avoue que même avant cela, il y a quand même moyen de dire non. On voit les Polonais, on voit Orban, il y a des gens qui disent non. Oui, la Hongrie, oui. Il y a un moment, si la France dit non sur quelque chose, il va se passer quoi en fait? Il ne va rien se passer. Rien. Il a le droit de dire non, mais avec Emmanuel Macron, on dit oui à tout, on se fait piétiner systématiquement, donc ça peut durer longtemps. Je suis assez d'accord avec vous. Je le déplore beaucoup. Mais clairement, il faut que les Français, d'une façon générale, et ça c'est assez philosophique, reprennent confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire, et à nouveau, foi dans leur pays. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune raison de continuer à se faire marcher sur la figure comme ça. Il n'y a aucune raison. Je veux dire, nous ne sommes pas théoriquement faibles, nous sommes affaiblis. C'est bien autre chose. Mais on a toutes les capacités de se relever dans tous les domaines. L'éducation, la technologie, bien sûr, l'industrie partout. Vous voyez, bien sûr, mais il va falloir évidemment s'y mettre et surtout retrouver une certaine confiance en nous-mêmes. Justement, si on met la politique de côté et si on regarde sur le côté industriel et technologique, est-ce qu'on peut rattraper notre retard? Parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, on voit des nouveaux segments, que ce soit la blockchain, l'IA, et cetera. Est-ce que là, il y a des moyens de se dire: «Bon, peut-être qu'on va cette fois-ci pas faire les mêmes erreurs et qu'on peut rattraper notre retard»? C'est très difficile de s'écarter de la politique avec cette question, parce que l'empêchement primordial à rattraper du retard est politique, comme je l'ai illustré tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le premier vecteur de croissance des nouvelles industries, c'est le vecteur de la commande publique dans tous les domaines et dans tous les pays. Donc, c'est très difficile de séparer les choses. Bon, la question de savoir est-ce qu'on peut rattraper notre retard, c'est une question que j'entends beaucoup.
Mais pour moi, c'est un peu comme une fausse question. C'est-à-dire que la vraie question, c'est quand va-t-on commencer à rattraper notre retard? C'est pas Ah ouais. est-ce que imaginez qu'on réponde non à cette question. Non, on peut pas Bah oui, rattraper notre retard. Bon, ben, bah, on va se faire harakiri, ça sera terminé. Franchement, ça sert à rien. Ou alors on devient un État américain, c'est possible aussi, hein. c'est un peu le projet, enfin c'était le projet là visiblement, c'est Ouais, je c'est sais un pas. peu plus complexe avec Trump, mais oui, il y a des élites, enfin, entre guillemets, qui ont passé leur carrière à obéir tout simplement Oui, et à oui, puis appliquer des politiques américaines. c'est l'Occident. Mais voilà, moi je pense que la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à rattraper notre retard? C'est bon, on a Mmh. fait le constat, on a du retard, c'est une évidence. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rattraper? Bah, faut acheter français, faut acheter européen, c'est tout. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Et donc, Mmh. pour faire ça, il faut d'abord une vraie politique d'achat public qui est orientée. Vous voyez, il ne faut pas faire le UCS, c'est-à-dire enlever le critère souverain. Il faut mettre du critère souverain un peu partout. Voilà ce qu'il faut faire. On le fait bien dans le cinéma. On le fait bien, j'ai vu l'autre jour dans l'agriculture ou quoi. Bon, et encore, voilà, je ne veux pas aller sur ces terrains parce que je les maîtrise moins, mais on n'a qu'à le faire pour le numérique, on n'a qu'à le faire pour les technologies, on n'a qu'à le faire pour le spatial. À quel moment les Allemands achètent des avions américains? À quel moment cette affaire? Ben voilà. Mais C'est si ça. le droit européen obligeait pour les secteurs de la défense, l'industrie, enfin plutôt, oui, obligé à acheter en grande partie aux pays européens, ben on n'en serait pas là. On n'en serait Ouais. pas là. Voilà, ça c'est une belle illustration aussi de la magnifique cohésion de cette Union européenne qui est absolument décousue Bah, entre qui les n'existe États pas, qui hein. n'existaient plus. Sur les projets européens, sont voués à l'échec, hein. On voit le SCAF, l'avion européen, c'est un fiasco. Il y a eu avant ça l'idée de faire un porte-avions aussi, enfin ça ne marche jamais. Et au niveau, au-delà même des projets de défense, c'est la même chose, ça ne marche pas quoi, donc c'est vraiment, Oui, terrible. et paradoxalement, il y a des projets qui marchent avec les Anglais, par exemple, hein. On a bon, voilà, vous connaissez MBDA, par exemple, les fabricants de missiles. Ça, les Anglais sont très partie prenante. Ils sont plus dans l'Union européenne pour autant. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut créer des alliances, pays par pays, bien sûr, sur des sujets concrets. Mais il faut arrêter. Enfin, franchement, on est forcément sur un sujet politique. L'Union Mmh. européenne doit flécher la commande. Elle doit la flécher vers les entreprises européennes et faire jouer une concurrence en Europe. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très bien. Voilà, et c'est ça qui manque. Donc, est-ce qu'on peut rattraper le retard? Quand est-ce qu'on va rattraper le Quand retard? est-ce que oui. Le plus tôt possible. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé comme moi à mon échelle. Ouais, Il y ouais. a beaucoup de gens qui travaillent à rattraper ce retard. C'est pas comme s'il y avait rien. Non? Ah, on a perdu Thomas. Alors voilà. Hop, de Vous retour, pardon. m'entendez à nouveau? Ouais, c'est bon. Impeccable. Oui, voilà, mais il y a ce que je disais, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs qui, je vous assure, le retard, il n'est pas si faramineux que ça. Dans le numérique, on a un très bon exemple, tout récent, c'est arrivé hier, je crois, ou Mistral, qui est une superbe boîte. Mistral, c'est l'IA française. Mmh mh. Là, pour le coup, c'est vraiment l'IA française. Là, ça rigole pas. Ils ont sorti un modèle de traduction de voix qui est un meilleur modèle que ce qui existait jusqu'à présent dans les meilleurs. Autrement dit, c'est ChatGPT qui s'appelle Whisper. Bon, ça, c'est un peu technique. On est en France capable de fabriquer des choses magnifiques, de puissance équivalente, moins consommatrice en termes économiques. On a vu que leur modèle est 10 fois moins cher, je crois, que le modèle américain. Quand je dis modèle, c'est des modèles d'intelligence artificielle. Voilà, donc ce retard, c'est go, quoi. Faut essayer de. Mais on a besoin. La nation, moi je dis la nation, c'est le peuple. La Mmh. nation, c'est les entrepreneurs. Je dis ça comme ça. La nation, elle a besoin de l'État. Elle ne peut pas être freinée en permanence par l'État. Ça n'est pas possible. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps, mais Ah oui, bien sûr. un autre exemple. Vous savez que dans l'État français, il y a la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Mmh. Cette fameuse DINUM, depuis des années, veut construire des solutions collaboratives propres pour l'État et pour Mmh. toutes les collectivités locales, etc. Donc, ils veulent quitter Microsoft, etc. Plutôt que de faire appel à des entreprises comme la mienne, nous si vous voulez, chez Waller, on a en France 7 ou 8 concurrents français qui font des solutions collaboratives et nous vendons au même marché. Et on vend beaucoup à l'État. Eh bien, la DINUM a décidé d'aller faire sa propre solution de visio, son propre éditeur de documents. Bref, il réinvente la roue avec l'argent public. Et maintenant, ce sont devenus nos concurrents.
Vous imaginez que l'État, c'est-à-dire financé par qui? Par les impôts des entreprises, les impôts des gens qui se lèvent le matin, qui travaillent. Créer, En des fait, concurrents deviennent internes. nos concurrents. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Et C'est même Michel Paulin, qui est aujourd'hui qui est l'ancien directeur général d'OVH et qui maintenant dirige la filière des entreprises du numérique français. Donc une filière, c'est quelque chose qui est officiel, qui est rattaché à Bercy, c'est une nomination mmh. d'État. Lui-même s'est opposé et a dit que c'était un non-sens que la DINUM aille si loin dans l'édition de logiciels. Et en plus de ça, si on regarde bien la fameuse DINUM, elle s'est fait épingler par la Cour des comptes il y a 1 an, et même avant, il y a eu 2 rapports, parce qu'ils dépensent des millions. Parce que pour développer ces logiciels, comment ils font? Ils ont pas c'est pas des fonctionnaires qui font ça. Ils payent des cabinets de conseil. C'est ça, Voilà. ouais, Et donc, c'est hallucinant. Le coût de ces solutions en ouais. fabrication, c'est mais 100 fois plus pour un résultat équivalent que les solutions qui sont sur le marché depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 10 ans. Et qui sont des solutions. Parce que alors c'est dans l'État, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs stratégies numériques. Il y a la stratégie de l'ANSSI, il y a la stratégie de la DINUM, et puis évidemment la stratégie présidentielle avec Choose France. Alors ça, vous avez compris, c'est la stratégie de l'export. C'est-à-dire qu'on n'exporte pas nos solutions. On exporte notre fierté, quoi. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer des Microsoft, des machins, et ça, c'est magnifique. Ben non, c'est nul. Et donc, cette stratégie de la DINUM, j'en reviens, elle est en fait le symptôme clair que ces gens-là, dans l'État, peut-être pas, je dis pas tous les agents publics, tous les fonctionnaires, je dis pas ça, mais je dis ces gens-là, ceux qui sont à la DINUM, ceux qui ne veulent pas travailler avec les entreprises parce que vraiment, ils ne veulent pas, ces gens-là détestent les entreprises privées. Vous avez marqué entreprise privée sur votre boîte, vous n'êtes pas une ONG, vous n'êtes pas une agence de l'État, alors vous êtes le diable. C'est mal, il y a de l'argent, vous comprenez, il y a de l'argent. Mais Et sérieusement? Vous avez eu affaire à des gens comme ça? il n'y a que ça. Il y a que ça. Ces gens-là, moi je crois que ces gens-là détestent les gens, enfin, détestent la nation en fait. Et Ah c'est un ça, vrai problème. Le vrai problème, c'est quand ouais. des hommes gris, vous connaissez l'expression, se mettent à détester le peuple. Ça, c'est un vrai Mmh. problème. Quand je dis le Mmh. peuple, c'est tout le monde. Hein. Ils ont Oui, peut-être bah, qu'eux-mêmes font partie du peuple. C'est un peu dommage parce que c'est quand même le cas. L'État, c'est une structure, c'est pas des gens. Mais, ouais, c'est une structure qui est censée être au service, hein, des citoyens et pas qui est là pour empêcher. Moi j'ai un nom, pour ces gens-là, je les appelle les chevaliers de l'impossible, hein. C'est vous arrivez, vous avez un projet et systématiquement on va vous expliquer que c'est pas possible, que bien c'est sûr, il faut passer par un autre truc bien et sûr. le but est en fait d'épuiser les gens en fait dans des démarches, Oui. pour rendre impossible leur projet. Ça c'est Mais un truc de fou. ces gens-là ne créent aucune valeur. Ils ne créent Ouais, aucune valeur. ouais. Ils sont censés maintenir des services nationaux. Ils ne le font pas. Bon, Mmh mh. certains le font. Encore une fois, je ne mets pas tout dans le même panier parce qu'il y a des choses qui fonctionnent. Mais franchement, à la direction interministérielle du numérique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est de l'argent public, des Ouais. millions. Ils ont lancé, je crois, un appel d'offres l'année dernière pour justement enrichir ces solutions numériques. Je ne sais plus, Mmh 500 millions était l'enveloppe. 500 millions. Et qu'est-ce que mh. moi je vais faire de 20 voileurs avec 500 millions en 10 ans? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc moi je prône une réconciliation. Parce qu'il faut bien un moment que ça fonctionne entre l'État et la nation. C'est très important. Mais vous savez, vous allez dans n'importe quelle entreprise, la stratégie est claire. Elle peut changer d'une année à l'autre, elle peut varier en Mmh. fonction des événements, mais elle est claire. Dans Ouais. l'État, il n'y a pas de stratégie claire. Sur le numérique, il y a zéro stratégie claire. C'est de l'anti-stratégie. Les uns font la promotion de la promotion atlantiste, les autres essayent de pousser un critère souverain. Ça j'aime bien, vous avez compris. Et Mmh. enfin, le troisième essaye de réinventer la roue avec notre propre argent. Franchement, il est où le chef? Il n'y a pas de chef. Voilà. Non, Le ça c'est problème de clair. notre pays, il n'y a pas 1000 problèmes, il n'y a pas de chef. Donc ça, c'est un gros problème. Et à un moment, moi, j'appelle les Français qui vous écoutent à voter pour un chef quand ils vont élire le président ou la présidente de la République. Alors Ça, c'est très ça, important. La qualité de chef, ça veut dire on gouverne, la stratégie est claire et les gens sont capables de suivre parce que c'est pas tordu. une Voilà. stratégie surtout souverainiste, hein, de souveraineté nationale, parce que là, il y en a pas un quoi, malheureusement, enfin à part les partis souverainistes qui ont pas accès, aux médias, c'est compliqué, hein, d'avoir, quelqu'un qui a cette vision-là. Ça, oui, moi, je me prononce pas sur les personnes Mmh. effectivement qu'on Non, va bien avoir sûr. dans le panel, mais moi, je pense que si déjà on pouvait avoir des gens cohérents, quelqu'un de cohérent
qui dirige, qui fasse pas sa vie, à faire des vidéos ou je ne sais quoi, ou Mmh. des discours ou des conventions, on s'en fout de ça. Pardon de parler comme ça. Il faut quelqu'un qui dirige et ce qui manque à notre pays, c'est ça. Voilà. Ah oui, ça, on le voit bien et on a juste des young global leaders, hein, qui font Davos et qui travaillent en équipe, hein, pour, appliquer la même politique, quel que soit le pays. D'ailleurs, on le voit en ce moment, c'est assez terrible. Merci beaucoup Thomas Fauré, Merci Alexis. président de Waller, d'avoir, été avec nous pour parler de cette souveraineté numérique et de l'EUCS. Je vous invite à aller voir, plus en détail, de quoi il en retourne. On a déjà bien défriché le dossier. Puis on aura l'occasion, j'imagine, de reparler de ces dossiers de souveraineté numérique avec vous, Thomas, dans les prochains jours et les prochains mois. Merci beaucoup. Merci Alexis, à très bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Et voilà, alors c'est un sujet extrêmement important parce que ça montre la duplicité et de Macron et de l'Union européenne sur ce dossier de souveraineté numérique, mais comme sur tous les autres dossiers et surtout, comme le disait, Thomas, la faiblesse de la France dans tous les dossiers.